Bonjour Valérie. Bonjour, ravi de vous accueillir ce matin. Philippe Ribera, donc je le disais, vous êtes directeur innovation de Lectra, une entreprise spécialisée dans 3 secteurs, la mode, l'automobile et l'ameublement, et dont vous dites qu'elle est à l'avant-garde de l'industrie 4.0. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi, pourquoi, qui est Lectra? À vous le micro. Ok. Donc je viens en voisin. J'ai failli pas venir parce que j'ai eu un problème de train, donc j'ai pris ma voiture pour courir ce matin et être avec vous. Hein. On vous Donc, en remercie. moi je vais vous parler de mode ou de futilité peut-être ou d'industrie qui vous semble très légère, mais qui pourtant fait plein de choses et plein de choses dans la robotique, l'IoT, le 4.0. Bon, Parlez bien près du micro. Voilà. Ok, ça va mieux. Donc, en quelques mots, qui est Electra, qui est votre voisin, puisqu'on est né start-up bordelaise. Aujourd'hui, on est une boîte internationale, on est le leader mondial de notre marché. On a racheté de façon digitale notre plus gros concurrent, qui est l'américain Gerber, au mois de mai-juin, et sans s'être déplacé là-bas. On a tout fait par team, par visio. On investit à peu près 11% de notre chiffre d'affaires en R&D par an, bien, à peu près 500 ingénieurs sur le parc de Bordeaux, et le campus de Bordeaux, excusez-moi. Et avec les différentes acquisitions qu'on vient de faire, on a rajouté à peu près 300 ingénieurs dans nos équipes. Donc on a une force de R&D qui devient absolument très importante. Deuxième caractéristique, on vend en direct à nos clients, parce que nous, le client est central et on veut capter l'information et travailler en mode collaboratif avec lui. Et pour ça, on a développé des call centers qui deviennent petit à petit des Customer Success Centers. On est en train de transformer tout ça. Si vous passez par Bordeaux, et vous êtes les bienvenus, puisqu'on est un campus ouvert, et vous verrez un centre de technologie avancée qui est en fait la vitrine de Lectra. Et c'est dans cette vitrine que j'ai installé le lab d'innovation il y a quelques temps. Aujourd'hui, il y a plus de 1700 personnes dans le groupe parce que suite aux acquisitions, on est passé au mois de mai à plus de 3000 personnes dans le groupe. Donc on a intégré, on est en cours d'intégration de 1500 personnes dans des cultures différentes, donc beaucoup de management multiculturel et beaucoup de choses qui sont faites là-dedans. Si ça c'est clair, on va avancer un peu. Qui sont nos marchés, qui sont nos clients? Très clairement, on est né dans la mode et on est très content d'être né dans la mode. En tant que société française, c'est Chanel, Dior, ces gens-là qui nous ont aidés à créer ce qui on est devenu. Et aujourd'hui, ce marché-là représente toujours à peu près 50% du chiffre d'affaires d'Electra. Alors vous verrez tous les plus grands noms qui s'appellent Petit Bateau, Under Armour. Les acquisitions qu'on vient de faire confortent cette part de marché puisque Gerber était présent essentiellement en Amérique du Nord sur des clients qui n'étaient pas des clients Lectra. Deuxième marché, le monde de l'automobile. Le monde de l'automobile, pourquoi? Parce qu'en fait, il utilise du tissu ou du cuir. Et c'est ça le trait d'union commun entre les différents marchés. Partout il y a du cuir, partout il y a du tissu, il y a une solution de chez Lectra. Donc j'ai parlé tout à l'heure à l'accueil avec quelqu'un qui vient du monde de chez Faurecia. Donc on a eu l'occasion de parler automobile. L'ameublement, pourquoi? Tissu, cuir aussi. Et l'ameublement, c'est un marché intéressant parce que c'est le marché qui a un taux de maturité à la technologie qui est le même que celui de l'industrie de la mode il y a 70 ans à peu près. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a des évolutions qui sont... Tous les marchés n'évoluent pas de la même façon, il y a plein de choses. Et on est à Toulouse, alors on a rajouté l'aéronautique ou le marine, mais en fait quand on parle de ces marchés-là, on parle essentiellement des intérieurs automobiles ou des intérieurs d'avions. Partout où vous avez un tissu technique, vous avez aussi une solution. Donc, alors pour vous donner une idée, moi j'ai pas du tout un background de mathématicien et j'en suis fier. Non, je ne suis pas ingénieur de quelque chose là-dedans. Je suis un juriste défroqué dans le monde de la mode et qui ne fait que de la stratégie et du marketing depuis 25 ans. Okay. Donc ne me posez pas de questions techniques, je ne saurais pas répondre. Par contre, j'ai des équipes qui savent le faire. Et j'ai dirigé quasiment le marketing produit, la R&D produit pendant 10 ans. Et à un moment donné, on a dit, mais c'est quoi le futur de Lectra?
Et nous, on est habitués à faire des feuilles de route tous les 5 ans sur une page blanche. Et on a dit, j'abandonne la R&D qui est essentiellement de l'incrémental et on va vraiment créer une cellule recherche-innovation. Et dans cette cellule recherche-innovation, on travaille de façon très marketing. C'est que moi, je ne travaille pas tant que je n'ai pas compris. Et comment on comprend? Eh bien, on comprend parce qu'on a une problématique qui est là et on va aller interviewer des gens. Et intelligence artificielle était un gros mot chez Electra. Il y en a plein d'autres. Hein. Je veux dire, vous en avez cité certains. Mais quand je dis que c'était un gros mot, c'est que personne n'était capable de me donner une définition de à quoi ça pouvait servir. Donc j'ai dit, mais moi, tant que je n'ai pas compris, je n'investirai pas 1 million, je n'investirai pas 100 sur le sujet. Et pourtant, on faisait de la robotique. Et pourtant, on faisait plein de choses. Donc tout le monde croyait. Donc en fait, on a lancé une grande étude. On a interviewé à peu près 300 clients dans le monde et on leur a dit, mais c'est quoi votre projection, c'est quoi votre vision, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle pour vous, à quoi ça pourrait vous servir? Et on est arrivé avec eux à construire 50 cas d'usage qui étaient reconnus par ces 300 sociétés. Et ces 50 cas d'usage, on est en train depuis 2 ans de les implémenter. Bien, on a développé aujourd'hui 10 des 50. Et chaque fois qu'on en clôt un, on re-challenge avec les clients pour savoir si leurs priorités n'ont pas changé. Alors ces cas, ils sont où? J'ai commencé par de la robotique. Vous savez que l'industrie de la mode est probablement l'industrie la plus polluante du monde, ou la 2e plus polluante du monde, et qu'on jette énormément de choses, puisqu'à peu près, vous pouvez considérer que jusqu'à aujourd'hui, 60% de ce qui est produit en termes de vêtements dans le monde est détruit. Mais détruit par le feu. On brûle et on crame. Alors, je ne vous dis pas la ressource que ça représente, la gabegie que ça représente. Et cette gabegie, elle part dès l'origine, en fait. Parce que quand vous voyez là, vous voyez des systèmes qui permettent de visiter du tissu, et on fabrique du tissu avec des défauts. Et ces défauts, comme on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où découper les morceaux qui sont derrière. Donc comment on fait pour associer des défauts à un robot qui va découper derrière un certain nombre de choses? Donc on a fait plein de programmes, on travaille, pour être très clair, avec plusieurs sociétés extérieures, aussi plusieurs startups là-dessus. Et on est en train de mélanger différents typologie de machine learning, d'intelligence artificielle, pour arriver à dire, est-ce qu'on va pouvoir vraiment faire une map de ces défauts pertinente que le robot va pouvoir réutiliser automatiquement? On fait ça sur du tissu, ce que vous voyez là. Alors, ce que vous voyez là, c'est des nuages de pointes de défauts. C'est pour vous donner, on a des défauts, on a des algos qui sont tellement puissants par moment que, en fait, on est obligé de filtrer, de nettoyer, parce que sinon, c'est plus des défauts, on n'a que des défauts dans le tissu. Et on arrive à les renettoyer dans l'étape 2. Même chose sur le cuir. Le cuir, c'est encore plus compliqué, parce que le cuir, c'est une matière vivante. Il n'y a pas 2 vaches qui se ressemblent. Il n'y a pas 2 vaches qui se sont frottées à un arbre ou à un fil de fer barbelé de la même façon. Donc chaque peau est unique. Pour vous donner une idée, pour faire un canapé, les canapés 3 places dans lesquels vous êtes assis, il faut à peu près 10 peaux de vache. Okay. Donc chaque fois, c'est des hommes et des hommes qui vont marquer des défauts et après des machines qui vont découper ces cuirs. Ce qu'on a fait, on a mis en place des systèmes de reconnaissance automatique de ces défauts qui permettent de décharger à peu près 80% de la charge de l'opérateur. Et donc d'aller plus vite et plus sûrement. Mais c'est surtout ce qu'on a compris avec nos clients, c'est qu'on avait fait une belle bêtise, c'est qu'on avait embarqué ces technologies sur les machines de coupe. Et en fait, le processus ne marche pas comme ça. On a déconnecté ça des machines de coupe et on l'a mis en entrée magasin, un stock matière première. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque peau est scannée avant de rentrer dans un magasin, donc elle a une carte d'identité. Cette carte d'identité est associée au système d'ordonnancement-lancement et au lieu de sortir 10 peaux de vache pour faire votre canapé, eh bien on sort 8 peaux de vache. Ça paraît très bête, mais autrefois, les 2 peaux qu'on sortait en trop ne repartaient jamais dans le stock, on les foutait à la poubelle.
Donc aujourd'hui, grâce à ces technologies, on est arrivé, j'allais dire, à faire un meilleur prix de revient. Ça, c'était l'objectif numéro 1. Mais c'est surtout, on est rentré dans du RSE. Et on commence à dire, mais il y a une éthique à utiliser ces choses ou ces technologies pour savoir faire ce genre de choses. Je parle trop, Valérie. On va poursuivre de toute façon tous ces échanges durant la table ronde. Je pense que vous avez bien exposé l'activité de l'Ectra. On partira sur ces bases tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup pour cette introduction. Philippe Ribera, on peut l'applaudir.